Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel, ces entretiens qui cherchent à mettre au milieu de la table la question de la mort, de la fin de vie, mais aussi de la souffrance, de la solitude, de la fragilité, et puis la question du rapport des soignants aux soignés, la question du rapport de notre société entière au handicap, à l'insuffisance, aux défauts performatifs, et puis la mort qui vient se présenter comme la délivrance, la solution, peut-être l'unique solution à des problèmes parfois très complexes de perte d'estime de soi-même, de petit à petit de défaillance au cœur de la maladie ou au cœur de la vieillesse. Et puis dans une actualité brûlante qui est celle de la loi Falorni qui a été votée par les députés et qui sera remise en discussion auprès des sénateurs en septembre-octobre. Et donc pendant tout l'été, on va entonner cette saga de l'été passionnante autour de la mort, de la fin de vie et des lois qui l'entourent, de l'arsenal législatif qui l'entoure, pour refaire vivre la démocratie sanitaire et la démocratie tout court, en considérant que ces enjeux sur la mort sont absolument fondamentaux. Est-ce qu'il s'agit de la transgression d'un interdit quand on se met à parler d'euthanasie, de suicide assisté? Est-ce que les soins palliatifs sont une solution? Est-ce que soins palliatifs, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce qu'il y a plusieurs dimensions de soins palliatifs? Toutes ces questions sont très importantes et donc je reçois des penseurs, des universitaires, des chercheurs, des journalistes, des citoyens, des patients, des médecins, bref, un peu tous les horizons de la société civile pour essayer de mettre tout ça en discussion. Et je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin spécialisé en anesthésie-réanimation et en éthique et en anthropologie de la santé. Donc merci de mettre un pouce en l'air, de suivre tous ces entretiens et puis de les partager autour de vous et puis voire même de les reprendre à table pour en discuter entre vous, en famille, et puis savoir qu'est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs sur ce sujet qui est souvent un peu tabou, comme avait dit Philippe Ariès, qui a beaucoup travaillé sur l'historicité de la mort. On est peut-être arrivé au moment d'une mort interdite où on n'a pas le droit d'en parler et pourtant qui suinte de partout à travers notre société et qui devient comme une sorte de fait banalisé dans tous les médias, dans toutes les productions culturelles où on décanille à coups de Kalachnikov un très grand nombre de figurants dont le nom ne figure même pas au générique. On a envie que notre nom figure au générique et que la mort reprenne son importance et qu'elle revienne dans un champ intime. Donc peut-être que ces lois sont aussi l'occasion de se réapproprier le mourir. En tout cas, on l'espère. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un profil, on pourrait dire, atypique. C'est Valérie Ferrier. Bonjour Valérie, tu vas bien? Bonjour Louis. Merci de me recevoir. C'est un vrai plaisir. Ouais, merci beaucoup d'être là. Je dis que tu as un profil atypique parce que à la fois tu es journaliste, mais tu as fait tout un parcours dans la science, la médecine, un parcours universitaire au fond d'études, mais aussi un parcours familial avec tes aïeux qui sont pour un certain nombre d'entre eux médecins ou ont tourné autour du milieu de la santé. Et puis tu as été confronté de près, toi personnellement, à cette question de la fin de vie, en suivant un très grand nombre de parcours de patients, parfois très proches de toi, et avec une sorte d'éveil sur le fait que cette fin de vie, cet accompagnement, cette sédation, avait quelque chose de très troublant, avait quelque chose qui était peut-être pas de l'ordre du soin, mais une sorte de mécanique implacable qui était mise en route. Et au fond, là, actuellement, tu prends la parole de manière importante pour essayer de nous donner un autre regard sur la question des soins palliatifs et de la fin de vie. Est-ce que tu peux continuer à te présenter et peut-être combler les lacunes que j'ai pas éclairées? Non, c'était complet, Louis. Effectivement, j'ai un parcours qui est un peu singulier. J'avais fait des études de lettres et d'histoire avant de devenir journaliste scientifique. Donc depuis le début des années 90, donc ça fait déjà un moment. Je suis effectivement issue d'une famille de médecins hospitaliers. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, j'ai beaucoup entendu parler toute ma vie du rang de médecine. Et ça donne en fait des repères au niveau temporel autour de certains sujets. Quand je fais encore aujourd'hui réagir mon vieux père, on sent qu'il a un regard complètement décalé par rapport aux pratiques d'aujourd'hui. Voilà. Et effectivement, par la force des circonstances, on va dire depuis facilement 5 ou 6 ans, je m'intéresse concrètement sur le terrain
aux situations de fin de vie. Le point de départ a été la maladie de mon compagnon qui avait fait l'objet d'un diagnostic de glioblastome en 2018. Donc c'était évidemment un pronostic absolument terrible. Et c'est en m'inscrivant sur des groupes de malades pendant toute la durée de sa maladie, qui a duré presque 5 ans, qu'au fil des épisodes, évidemment, les décès sont très nombreux chez ces patients atteints de tumeurs cérébrales. Et là, j'ai pu constater, aussi bien en France qu'aux États-Unis, par exemple, puisque j'étais sur des groupes américains également, à quel point les pratiques de fin de vie semblaient déjà avoir changé. Donc la crise Covid est arrivée très vite, hein, puisque 2018, 2020, donc j'ai pu voir en fait en accélérer l'évolution de ce qui se passait à travers les témoignages des familles. Donc là, j'ai commencé à être très alertée. Ensuite, j'ai entamé un travail journalistique important pour essayer de comprendre les tenants et les aboutissants de tout ça. Et notamment, je travaille actuellement beaucoup au niveau international, notamment avec l'Angleterre, avec le Canada. J'ai des contacts aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, en Italie. Donc un regard qui est assez, on va dire, complet, on sort complètement des frontières de France, et je me suis évidemment beaucoup intéressée aussi à l'historique de tout ça, à une évolution aussi rapide sur le palliatif, effectivement. C'est très impressionnant de voir à quel point cette fenêtre d'Overton, finalement, s'est accélérée sur la période récente. Et le point d'aboutissement en est le texte, le premier texte, hein, puisque le projet de loi, sur la fin de vie, actuellement en cours d'examen au niveau parlementaire, a été séparé en 2 textes. Donc la première partie de ce texte a été reprise par la députée Annie Vidal sur l'accompagnement et les soins palliatifs. Et on a été très surpris, avec mes camarades de travail sur le sujet, de constater que ce premier texte a été voté, je crois que c'était le 27 mai, à l'unanimité par les députés. Donc plus de 500 députés ont voté de façon monolithique ce texte. On a été extrêmement surpris. Voilà, et on a été les seuls début mai, quasiment, je pense, on a été 3 ou 4 signataires d'un courrier qui a été adressé à Annie Vidal, de commentaires critiques concernant ce texte. On a sorti 6 pages de commentaires critiques. Tellement, effectivement, certains volets de ce projet nous inquiétaient. Ce qui nous inquiète le plus, effectivement, c'est qu'on sent une pression actuelle extrêmement forte pour nous amener en fait à la normalisation de la mort médicalisée. Donc la mort médicalisée, c'est quoi? C'est une mort qui est accompagnée par des moyens médicamenteux. C'est ce qui est arrivé en force avec la loi du 2 février 2016 et l'introduction de la sédation profonde et continue en France, qui se pratiquait déjà avant, mais qui évidemment a été inscrite dans le marbre de la loi en 2016. Et on voit entre 2016 et 2020 déjà la bascule qu'on a pu connaître à travers l'évolution des protocoles de sédation. Donc au départ, le prétexte était les protocoles de détresse Covid, sachant qu'aujourd'hui, ces protocoles survivent évidemment à la crise Covid et continuent à être appliqués partout. Voilà, Alors donc ça, c'est très intéressant ce que tu dis. D'une part, je voudrais rebondir sur cet aspect international que tu décris, ce regard que tu nous offres, qui est en connexion avec des pays qui quelque part ont pris l'habitude, au fond, de cette euthanasie, de ces lois, et où l'évolution, comme tu le dis, a été très rapide, dans une sorte de banalisation complète de ce que tu as appelé une mort médicalisée. Et ça m'intéresse beaucoup parce que il y a ce petit alinéa dans la loi Falorni qui finalement n'a pas été conservé, mais qui était l'idée que la mort par euthanasie ou suicide assisté pourrait devenir une mort naturelle. Et qui est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup étonné, parce que c'est vraiment pas une mort naturelle, quoi. On injecte un produit, bon, voilà, il y a un acte de tuer ou de mettre fin à ses jours, et jusqu'ici, ce sont toujours des morts violentes qui normalement donnent lieu à, d'une part, à expertise, à enquête de police, à saisine du procureur, etc. Et là, d'un coup, tout ça deviendrait absolument normal,
Et on sent bien poindre effectivement l'idée que toute mort devrait devenir accompagnée par des médicaments, par la médecine, etc., serait la mort naturelle désormais. Et que ça, c'est quand même cohérent avec toute notre société artefactuelle qui vit entourée de machines dans tous les sens, qui vit dans des avatars, un faux jardin numérique derrière moi, digital, que effectivement, à la fin, on arrive à une imposture complète où la Voilà. mort administrée devient une mort naturelle. Et le troisième point Lâchez qui le mot. m'intéresse, ouais, la Ouais. troisième point qui m'intéresse beaucoup, c'est cette idée qu'on a tous regardé de près la loi Falorni pour ceux que ça intéressait. Mais par contre, le deuxième volet de la loi, qui était estampillé soins palliatifs et accompagnement, on a tous pensé par défaut que bah oui, c'est bien de donner des moyens aux soins palliatifs. J'ai rien à dire là-dessus. Enfin, je sais même pas ce qu'il y a écrit, mais enfin, il y a l'étiquette soins palliatifs. Et comme il y a l'étiquette soins palliatifs, moi, par défaut, j'ai un crédit. Le crédit symbolique est fort et la confiance est forte. Alors même que, tiens, pas sûr. Donc, on va peut-être revenir sur ces différents points. Je te laisse Voilà. développer, si tu veux, sur ce versant. Ah ben là, si tu veux, on part vraiment sur le cœur du sujet, c'est-à-dire que cette mort imposée, finalement, a été introduite aux États-Unis concrètement dans les années 80 puis 90 avec une montée en puissance. Les racines de tout ça remontent aux années 30, plutôt aux années 30. Et il faut savoir qu'au départ, c'était sous la pression des mouvements euthanasiques aux États-Unis, qui n'arrivaient pas à imposer tout de suite d'en passer par l'euthanasie pure et franche, qu'une troisième voie s'est dessinée, finalement, intermédiaire entre les soins palliatifs tels qu'on les concevait autrefois, c'est-à-dire d'accompagner en respectant la temporalité, la souffrance du patient et sans aller au-delà, finalement, de trouver une tierce voie qui permettait de provoquer ou d'accélérer en fait la survenue d'un décès par différents moyens. Les premiers moyens envisagés là-bas ayant été effectivement l'arrêt des traitements couplé à l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation. Donc ça, ce sont des choses qui sont arrivées un tout petit peu plus tard chez nous. Donc il faut bien comprendre en fait d'où c'est parti, c'est-à-dire que même les sociétés euthanasiques aux États-Unis ont été rebaptisées à l'époque. Et très vite, c'est cette nouvelle conception des soins palliatifs sous le visage moderne qu'ils ont pris, ont été encadrés, conçus et puis évidemment financés par des sociétés philanthropiques et notamment les sociétés de George Soros. Voilà. Alors, ça, c'est important à souligner. Je vais le reformuler pour être sûr que je comprends bien. La pensée eugéniste, malthusienne et euthanasiste, en gros, du début du XXe siècle, la fin du XIXe siècle, qui consiste à optimiser la société en essayant d'enlever la partie tarée, quelque part, pour accélérer le darwinisme social, au fond, et correspondre à ce mouvement presque naturaliste dans la tête des eugénistes d'optimisation de la race, quelque part, se heurte de plein fouet à la grande gueule de bois de 39-45 et du nazisme et change un peu sa façon de promouvoir son idéal en ne parlant plus de l'amélioration de la société ou de l'espèce ou de je sais pas quoi, mais en se mettant du point de vue individuel comme un soulagement des souffrances. Et finalement, c'est la même racine que celle des soins palliatifs. C'est ça que tu es en train de nous dire. La même généalogie. Non, c'est-à-dire que, pas tout à fait, c'est-à-dire que les soins palliatifs tels que on les idéalise quelque part, tels que tout le monde aspire à ce que, effectivement, voir le développement des soins palliatifs tel qu'en parle Jean-Frédéric Poisson, ou cette approche-là existait. Simplement, elle a été détournée. Aux États-Unis, on parle de hijacking. Donc, c'est comme un détournement d'avion. Hein. Vous partez pour Tahiti, vous arrivez à Moscou. Entre-temps, sont passés par là les fondations Soros et une reconversion complète de la vocation des soins palliatifs pour imposer de nouveaux concepts. Effectivement, cette troisième voie, c'est-à-dire une voie vers une mort imposée. On ne respecte plus la loi naturelle. Voilà, on ne respecte plus la loi naturelle, c'est-à-dire la temporalité du décès. On va trouver des voies de traverse
pour finalement précipiter, arriver à provoquer médicalement, ou ne serait-ce déjà dans un premier temps que par des mesures passives, hein, parce que l'arrêt des traitements, quelque part, c'est quelque chose de complètement passif, de précipiter ce décès. Et déjà, la première gageure, ça a été de le faire accepter. C'est-à-dire, effectivement, c'était des choses qui, pendant très longtemps, étaient absolument impensables. Et de l'impensable, on en a fait quelque chose d'acceptable. Arrêter l'hydratation ou l'alimentation, tu en parles encore à mon père, ça le fait grimper au rideau. Moi, Oui, alors que maintenant, c'est marqué dans la loi de 2016 que c'est un traitement comme un autre et qu'on l'arrête, quoi. Ouais. Sauf que je n'ai pas le numéro de l'amendement à te citer, mais je sais qu'il y avait encore des gens, là, en 2025, pour présenter des amendements, pour essayer de revenir en France sur ces dispositions. Donc ça veut dire que on a encore beaucoup de voix dans le corps soignant, parmi les médecins, qui s'élèvent contre ça, y compris d'ailleurs des promoteurs de l'euthanasie. Je citerai par exemple Denis Labelle, hein, qui a été, enfin, le fondateur de l'association Le Choix, qui fait la promotion, hein, du projet de loi euthanasie, et qui dénonce absolument comme quelque chose, comme une véritable barbarie, le fait de laisser mourir un malade en arrêtant l'hydratation. Donc là, on est passé. Alors, ce que personne n'a vu finalement, et c'est pour ça qu'on parle de fenêtre d'Overton à travers l'évolution des protocoles, c'est que arrêter l'hydratation, c'est une chose. Accélérer l'hydratation en mettant en plus des diurétiques, c'en devient une autre. C'est ce qui s'est passé en 2020. C'est-à-dire que dans les protocoles de détresse Covid, tu vas trouver, couplé à la consigne d'arrêter systématiquement l'hydratation, la consigne de coller en plus du furosémide. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Toi qui es anesthésiste réanimateur, tu vas comprendre très vite que si tu commences à mettre des diurétiques sur un patient qui n'est plus hydraté, tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas provoquer délibérément et volontairement un collapsus en moins de 2 jours. En gros, ça dure 24 à 48 heures, mais jamais plus. Donc là, on change complètement de registre. Mais initialement, j'imagine que ces protocoles sont toujours justifiés pour soulager une souffrance potentielle de surcharge pulmonaire, d'œdème aigu du poumon ou de choses comme ça. Et donc, on met des diurétiques pour, peut-être pas de manière systématique, mais chez ceux qui seraient en train d'avoir le poumon qui se surcharge par une défaillance cardiaque. Alors la justification, tu la trouves toujours. Le problème, c'est que ces diurétiques sont utilisés de façon quasi systématique dans ces protocoles, en tout cas ils l'ont-ils été depuis 2020, et que, médicalement parlant, mettre des diurétiques sur un patient déshydraté, ça fait partie des contre-indications majeures. Donc on sait qu'on va provoquer physiologiquement une cascade de complications qui n'est absolument pas maîtrisée. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en faisant ça, la justification, on la connaît, c'est simplement qu'on a en même temps augmenté de façon considérable les doses de midazolam dans les protocoles à partir de 2020. On a reconstitué les choses, hein, avec Éric Mercier que tu as reçu récemment, pour te faire prendre en considération sur la base de chiffres cette évolution des protocoles. L'ASFA, donc pas la SFAP, l'agence, ce qui est devenu l'ANSM, hein, en 2010, avait émis des recommandations sur l'encadrement des sédations de fin de vie, qui était de mettre une dose d'induction de midazolam à 0,5 mg. Quand la SFAP, cette fois, donc Société française de soins palliatifs et d'accompagnement, s'est vue chargée en 2017 d'émettre les premières recommandations sur les sédations, tout de suite, ils ont considéré que ça n'allait pas assez vite, que c'était pas suffisant, qu'il fallait passer à 1 mg. Donc déjà, on doublait la dose. Dans les protocoles Covid, on en est venu à mettre en dose d'induction 3 mg, à passer à 140 mg sur 24 heures, les doses journalières qui, dans les protocoles précédents, tournaient, c'est-à-dire qu'en 2016, les sédations profondes et continues, c'était 25 mg. Donc ça veut dire que en 10 ans de temps, on a multiplié par 6 les doses. Donc on sait parfaitement que quand on met des doses aussi élevées de midazolam couplées avec de la morphine,
sur un patient qui n'est pas en unité de soins intensifs, donc sans assistance respiratoire, on va évidemment créer très vite une dépression respiratoire, des phénomènes d'encombrement, et que ça va évidemment exposer massivement un risque d'édème pulmonaire. Donc on voit effectivement les conséquences qu'il y a pu y avoir à durcir ces protocoles, de protocoles d'accompagnement qu'ils étaient au début des années 2000, dans les années 2010. Déjà, l'usage était de préférer les sédations proportionnées et de ne vraiment réserver les sédations profondes et continues qu'à des cas extrêmes, finalement, qui restaient ceux qui étaient inscrits dans les critères de la loi Claes-Leonetti, mais dont on a vu très vite qu'ils ont complètement implosé en vol. Hein. Donc là, si tu veux, par exemple, j'avais ressorti ici, ouais, voilà, une publication intéressante parce que elle datait de 2011, tu vois, sous la plume de Robert Zitoun, qui était hématologue à l'Hôtel Dieu à l'époque. Et donc, il dit la sédation pharmacologique devient une pratique fréquente en phase terminale. Donc, ça veut dire qu'en 2011, c'était déjà en passe de devenir une pratique fréquente. Justifiant un questionnement éthique sur son bien fondé et sa finalité, la sédation profonde continue maintenue jusqu'à la mort peut être considérée comme une forme d'euthanasie psychique et sociale éthiquement discutable, et ne devrait être envisagée que dans les cas de détresse réfractaire à toute intervention. On doit lui préférer les sédations contrôlées, réversibles, toujours avec l'accord du malade ou de sa personne de confiance. La détresse existentielle ne saurait justifier à elle seule une sédation profonde continue. Donc ça veut dire effectivement que sous la plume de médecins éminents, en plus Zitoun avait des compétences en éthique médicale, il avait beaucoup réfléchi à ces questions de fin de vie. Il y a une quinzaine d'années en arrière, les sédations profondes et continues étaient vraiment, réservées à des cas qui restaient exceptionnels. Nous, ce qui nous inquiète quand on a vu arriver le projet d'Anne Vidal et que toutes les mesures qui sont en train de l'accompagner, l'élargissement de l'AMM, du midazolam en médecine de ville, la montée en puissance de ces sédations à domicile, on se rend compte vraiment qu'on va, et moi c'est ce que j'ai observé sur les groupes de malades particulièrement depuis 2020, mais ça commençait à arriver un petit peu avant, c'est que on commence à avoir de plus en plus souvent pratiqué ces sédations profondes et continues, et surtout sortis de leurs indications de départ. Et moi, ça a été le point de départ, vraiment le point de départ de mon travail. Donc j'ai commencé à voir arriver sur les groupes, aussi bien encore une fois en France qu'aux États-Unis, parce que le premier exemple que j'ai vu passer, ça venait précisément des États-Unis. C'était la modératrice du plus gros groupe américain de malades du glioblastome. Ça datait du 15 juillet 2022. Et là, on a vu arriver des situations où les familles, tout d'un coup, témoignaient que leurs proches, qui étaient stables, qui ne présentaient absolument aucune souffrance réfractaire, étaient basculés comme ça, à l'arrache, du jour au lendemain, dans un protocole de sédation sans que personne n'en soit prévenu et sans que le patient soit consentant. Et ça, je l'ai vu se répéter à de nombreuses reprises à travers des témoignages, cette fois en France. L'intérêt de ces groupes de patients, c'est que ça réunit évidemment des familles de malades de la France entière. Donc, finalement, tu as un peu un aperçu. Ça n'est pas qu'un usage local, c'est-à-dire que tu vois un petit peu ce qui se passe dans la France entière. Et là, ça m'a vraiment alerté. Alors attends, j'essaie de bien comprendre. Le début de ton propos était de nous dire que finalement il y a une généalogie derrière tout ça et que les mouvements de soins palliatifs qui étaient basés sur l'accompagnement bienveillant et en essayant de ne pas nuire, en essayant de limiter l'obstination déraisonnable et d'être au minimum interventionniste en tout cas, petit à petit ont été noyautés par le financement du philanthrocapitalisme américain eugéniste décomplexé, qui a investi associations, think tanks, sociétés savantes, petit à petit, pour pousser une sorte de troisième voie qui n'était ni l'euthanasie strictement dévoilée, ni l'eugénisme décomplexé, mais des soins palliatifs de plus en plus interventionnistes et une banalisation de la mort administrée au sens prise en charge, contrôlée avec. Encore une fois, je me répète, au départ, c'était simplement passif, c'est-à-dire que déjà la première étape, ça a été l'arrêt des soins.
l'arrêt des soins et de faire admettre que l'alimentation et l'hydratation, ça faisait partie des soins de base. Donc si tu veux, tu vois, là, je te lis un extrait d'un papier qui a beaucoup tourné. Hein. C'est sous la plume d'Elizabeth Wickman, qui décrypte très très bien dans les années 2010-2012. Elle a écrit plusieurs papiers de la même veine, en fait, pour essayer de vraiment de faire comprendre tout ça. On pourra en laisser les références parce que ça permet vraiment de comprendre beaucoup de choses. Et elle dit par exemple, vous reconnaîtrez peut-être certains de leurs thèmes récurrents. Tout le monde devrait avoir des directives anticipées pour se protéger contre les traitements médicaux inutiles en fin de vie. Le refus ou le retrait de la nourriture et de l'eau est une façon naturelle, voire agréable de mourir et un moyen parfaitement éthique de contrôler le moment de la mort. Alors nous, c'est Donc, exactement ce que j'ai appris, si tu veux, déjà à ma génération. ça, On nous a dit, au fond, c'est une façon de mourir pour les personnes âgées qui arrêtent de manger, qui donc se mettent en cétose de jeûne et quelque part, bon, arrêter la nutrition artificielle et l'hydratation artificielle, c'est un peu accepter un processus naturel. Et c'est ça. devenu la norme, Et effectivement, que je de termine. notre apprentissage. Et c'est ce qui est très intéressant parce que tu appartiens à une génération, effectivement, qui a pris le train en marche. Et quand tu as appris à la faculté de médecine les bases de tout ça, on t'enseignait déjà ces choses-là. Et là tu vois, le troisième thème, vous reconnaîtrez les thèmes récurrents. Le principe du double effet dans l'utilisation du traitement de la douleur justifie la sédation terminale palliative. Donc ça, tu vois, je veux dire, elle explique, elle décrypte finalement ce qui a été la base de cette nouvelle conception des soins palliatifs aux États-Unis. Ensuite, ça a essaimé au Canada, c'est-à-dire que c'est quelqu'un là-bas qui s'appelait Kouchinov, au Canada, qui était un psychiatre boursier de Soros et qui a été nommé titulaire de la seule chaire de soins palliatifs à l'époque. Donc finalement, ça s'est propagé comme ça. Ce sont des écoles, tu vois, je veux dire, pour essayer d'installer une espèce de filiation idéologique très puissante à travers des congrès internationaux, des publications co-signées, la délivrance de bourses. Ça s'est fait comme ça. Ensuite, c'est arrivé en Europe, donc en Angleterre plutôt que chez nous, puisque en Angleterre, ce qui devait devenir le fameux Liverpool Care Pathway sur des bases très, très voisines du principe de notre sédation Claes-Leonetti, puisque ça consistait effectivement à arrêter l'hydratation des patients et à coupler ça à une sédation. C'est arrivé dans les années 90. Et ça s'est banalisé en Angleterre à partir des années, début des années 2000, avec une montée en puissance jusque dans les années 2010-2012, mais qui a été telle, sur incitation financière dans les établissements, on en a souvent parlé ensemble, que tu as beaucoup de familles en Angleterre, des médecins anglais qui ont commencé à s'insurger de voir mourir leurs patients dans ces conditions, surtout qu'évidemment, la plupart de ces patients étaient non consentants. Et en 2012, tu en étais arrivé à voir le tiers des 450 000 patients qui décédaient à l'hôpital dans ces années-là, qui étaient passés par ces protocoles. Donc c'était loin d'être marginal. Et ça a été un énorme scandale en Angleterre, à tel point qu'on a interdit officiellement le Liverpool Care Pathway en 2014, et que nous, chez nous, 2 ans plus tard, comme si rien ne s'était passé en Angleterre, on a légalisé la même chose, à travers ce que la HAS a formalisé en nommant ses premières recommandations parcours, pas souhait, vraiment sur les mêmes brisés. Donc c'est quand même complètement stupéfiant, et les Anglais en restent complètement traumatisés. Quand la crise Covid est arrivée avec les protocoles Covid qui, en Angleterre, s'appelaient NG 163, NG 191 et compagnie, évidemment, tout de suite, ils ont reconnu, à travers les dosages et les médicaments utilisés, ils ont vu revenir finalement le Liverpool Care Pathway qui avait été interdit. Donc ça a créé l'affolement général là-bas. Ils ont compris beaucoup plus vite que nous en France, parce qu'ils se tramaient, ce vers quoi on allait avec ces protocoles Covid. Voilà, donc, et en France, effectivement, c'est arrivé aussi, et ça, on le décrypte très bien à travers les connexions subtiles entre les sociétés savantes, notamment de soins palliatifs françaises,
Et ces courants américains, canadiens notamment, toutes les accointances avec le Canada, vous avez certains des membres du conseil, en tout cas des personnalités importantes de ces sociétés savantes, qui n'hésitent pas dans des interviews récentes à citer comme leur mentor les protagonistes canadiens, par exemple, qui ont été les principaux boursiers de Soros. Donc il faut comprendre comment ça s'est fait. Et en Europe, les fondations Soros ont également énormément comment dire, diffusé cette conception des soins palliatifs dans les pays de l'Est. Hein. Il ne faut pas oublier que George Soros est hongrois d'origine. Et donc il y a des publications entières qui détaillent effectivement les hôpitaux, les instituts dans tous les pays qui ont bénéficié de fonds, de bourses. Donc, il faut voir qu'il s'est à peu près passé au même moment, à quelques années près, la même chose dans tous les pays. Donc quand je t'ai lu là à l'instant ces thèmes récurrents, tu as tout de suite reconnu finalement ce que toi, on t'a enseigné en France au moment où tu étais étudiant en médecine. Oui, tout à fait. C'est presque devenu, on va dire, la norme, qui est C'est ça. pas questionnée à ma génération et par moi-même en premier, parce qu'on nous l'apprend comme une vérité scientifique, quelque chose qui émane d'un vrai besoin de fond, qui a été évalué, qui a fait l'objet voilà, de recherche. Et c'est peut-être un des enjeux importants, c'est cette question, est-ce que, au fond, tous ces protocoles sont utiles à soulager la souffrance? Est-ce que vraiment, on peut dire c'est mieux que d'accompagner tranquillement le patient? Est-ce qu'on a des évaluations là-dessus? Parce que j'imagine que la plupart des gens qui vont porter ces protocoles, soit ils sont comme moi ignorants, ils vont dire bon, on m'a appris ça, je le répète, voilà. Soit il y en a qui vont revenir à l'information source. Ou est-ce que c'est une idéologie porteuse de mort et de souffrance, ou est-ce que non, on a essayé de soulager des patients qui souffraient réellement et on a montré que c'était utile? Écoute, merci pour ta question parce qu'elle est excellente. Tout à l'heure, effectivement, tu as vraiment lâché le mot fort, le mot clé de tout ça, c'est-à-dire imposture. Et à mes yeux aujourd'hui, qui sont sans aucune indulgence, hein, et je n'hésite pas à y aller cash, on est dans la parfaite imposture. À tel point que cette fois, j'ai pris sur moi toute seule d'écrire une lettre qui est partie le 23 mai à destination de la SFAP, hein, une lettre ouverte à Claire Foucault, dénonçant l'absence complète d'évaluation des protocoles de sédation, et je visais à la fois les protocoles de sédation profonde et continue et les protocoles Covid. Donc il y a 4 pages, très musclées. J'ai reçu une réponse laconique qui bottait à moitié en touche, mais sans un seul mot de contestation précise sur un seul des points que je soulevais. Donc, ce que je sollicitais clairement, c'était la position de la SFAP sur l'absence d'évaluation à la fois clinique, c'est-à-dire qu'est-ce que ressent, qu'est-ce que perçoit la personne pendant qu'elle est vivante dans ces protocoles, hein, la durée de la sédation, qu'est-ce qu'on en sait finalement. Et au-delà, qu'est-ce que vivent la famille, comment le deuil est vécu, qu'est-ce qui reste comme traumatisme collectif dans ceux qui survivent. Effectivement, il y a tout ça. Bon, est-ce qu'on en sait quelque chose? Alors, ces sujets-là, c'est-à-dire les conséquences pour les familles, même les soignants, ça fait l'objet de recherches actuellement au niveau de la plateforme nationale de la fin de vie. Il y a plusieurs programmes de recherche qui sont en cours là-dessus. Mais moi, c'est pas tant ça qui m'intéresse. Moi, je m'intéresse déjà au patient, au vécu du patient. C'est-à-dire que nous, on a décrypté. On a passé des mois et des mois avec Éric Mercier à travailler autour de ça. J'ai énormément appris. Je remercie mes amis anglais, mes amis américains à travers les conversations qu'on a pu avoir, les échanges qu'on a pu avoir, leur patience pour m'expliquer tout ce qu'ils savaient. Donc aujourd'hui, je pense que j'ai une vision assez intimiste de ces protocoles. Et l'énorme question qu'on a aujourd'hui dans la tête, c'est effectivement ce qu'on provoque comme souffrance
avant même d'envisager les souffrances qu'on soulage avec des protocoles qui sont aujourd'hui, comment dire, ça a été le maître mot de Covid. On est la détresse respiratoire. Quand on connaît les conséquences de ces protocoles, le manque de maîtrise qu'on a du degré de sédation, le manque de formation des personnels qui les ont appliqués. Il faut savoir que dans les EHPAD, c'était parfois des faisans fonctions d'infirmières qui étaient là, toutes seules, sans même un médecin pour appliquer les protocoles avec des conseils téléphoniques. Hein. Puis on a utilisé toutes sortes de molécules, hein, parce que comme on manquait de midazolam, on a utilisé le Valium, le Rivotril, tout ce qu'on veut, ce qu'on avait sous la main. Et on a même des publications qui laissent entendre que sur des séries de décès dans les établissements qui ont été concernés par ces décès pendant le Covid, j'ai une publication très précise en tête qui concerne un établissement de mon séjour au sud de l'île de France où on a eu, je crois, 25 décès en 5 jours sur 140 résidents. Quand des médecins ont été dépêchés sur place pour voir ce qui se passait, ils n'en ont pas trouvé un seul qui était mort de détresse respiratoire, mais tous en hypovolémie. Donc ça soulève quand même de grosses questions, c'est-à-dire que quand le ticket d'entrée dans les protocoles que donnait la SFAP, c'était une fréquence respiratoire, alors c'est très fantaisiste parce que selon les protocoles qui ont été bâtis, à partir des recommandations de la FSAP, tu trouves 20, 22, 24 de fréquences respiratoires pour basculer les personnes dans un protocole de fin de vie. Il faut savoir que quand tu reprends le MDS, pour des personnes âgées, éventuellement avec des comorbidités, la fourchette d'une fréquence respiratoire considérée comme normale, donc basale, c'est entre 16 et 26. Donc ça veut dire qu'une fréquence respiratoire à 20, à 22 ou à 24, ça ne suffit pas à dire que telle personne âgée éventuellement présentant des comorbidités présente une détresse respiratoire à un degré tel que ça justifie de l'envoyer au cimetière. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Ouais, je comprends. Je vois une sorte d'analogie. Je découvre une sorte d'analogie avec ce que j'ai pu vivre sur les questions des vaccinations obligatoires en France, en comprenant avec le Covid l'absence totale de preuves pour un certain nombre de sujets reliés à celui-là, où au fond on était basé sur un dogme fait à la tasse et avec derrière des enjeux financiers, économiques pas clairs, et oui, une sorte de credo religieux mis en place, annonné à la fac par moi-même, hein, et j'ai pris conscience effectivement de l'abyssal manque de démonstration, que tout ça avait été fait à la taste, voire de manière malveillante. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que tu es en train de nous dire, c'est qu'au fond, tous ces protocoles qui ont cours pendant le Covid ou autour émanent d'une pratique empirique de soignants qui pas forcément formés, un peu dépassés par les situations la plupart du temps, et qui cherchent avant tout leur confort, c'est-à-dire que le patient fasse pas de bruit et qu'il soit peinard dans son coin. Mais est-ce que réellement c'est en faveur du patient lui-même? Rien n'est moins sûr parce qu'il y a en gros aucun élément pour pouvoir le dire. Ça paraît à la fois étonnant et en même temps très ambigu avec notre société qui demande des preuves scientifiques pour à peu près tout, qui pinaille sur le moindre traitement qu'on voudrait mettre en place, et qui, sur ce sujet de la mort, semble extrêmement libéral à admettre une espèce de bricolage. Et ce qui est intéressant, Louis, c'est que beaucoup de voix s'élèvent pour le dire. Là, tu vois, par exemple, j'ai un papier suisse qui date de 2024 et qui parle de sédation palliative, recommandations révisées, revisitées. Donc là, tu as des chiffres intéressants parce qu'ils expliquent qu'en Suisse, la sédation profonde et continue a augmenté, est passée de 4,7% en 2001 à 17,5% en 2013. On n'était qu'en 2013. Et ce papier conclut que la sédation palliative ne devrait être pratiquée qu'avec des compétences extrêmement approfondies et cliniques et éthiques, de façon à éviter un usage
délétère et qui questionne au niveau de l'éthique. Donc ça veut dire qu'en 2024, des Suisses disent ça. J'ai lu la même chose sous la plume de Société palliative australienne. En Angleterre, effectivement, c'est un débat extrêmement actif là dans le contexte du projet de loi, puisque tu sais qu'il y a un projet de loi suicide assisté également qui est en train de passer devant le Parlement en Angleterre. Et on a les mêmes, le même hermétisme. Tu as une vitre entre ceux qui ont compris. Et je t'ai expliqué qu'à la suite du Liverpool Care Pathway, tu avais une partie des Anglais qui vraiment avaient pris conscience de la gravité des choses. Il y a 5 ou 6 associations en Angleterre qui se sont créées depuis ces années-là, en gros de lutte contre l'euthanasie médicale involontaire non consentie, si tu veux. Donc eux ont compris tout de suite et nomment les choses. Je souligne ça parce que souvent les discussions autour de cette loi, etc., sont faites par des gens bien portants, des gens qui réfléchissent du haut de leur chaise, un peu en surplomb philosophique ou en surplomb médical sur tous ces sujets. Mais là, tu nous dis que finalement, ces parcours de soins qui ont été mis en place dès 2014 en Angleterre, ils ont finalement été rétractés. Ouais, ils ont finalement été rétractés et ça a donné lieu à des associations qui se sont créées, des patients qui se sont mobilisés, des familles de patients qui se sont mobilisés. C'est pareil, ça me rappelle les effets secondaires suite à la vaccination anti-Covid. Tout le monde fait semblant que tout va bien, mais la société civile, les patients eux-mêmes se mettent à réagir, ce qui pour moi est un signal extraordinairement fort que ça ne va pas. C'est la moindre des humilités pour moi, c'est d'admettre que quand des patients commencent à dire, là tu m'as donné l'adresse d'un patient canadien à qui on propose l'euthanasie de manière insistante, alors même que lui demande à être soigné et à bénéficier d'aide pour son handicap, pour pouvoir vivre correctement à la maison. Et ce sujet-là, quand on l'aborde en France en disant écoutez, la loi qu'on est en train de passer, est-ce qu'elle pousserait pas ce genre de situation? Ils disent non, mais ça arrive pas, c'est des exceptions, etc. Alors, et vous projetez des choses qui sont folles. Voilà. Mais le plus grave, le plus dramatique, et ce que personne ne voit, c'est que finalement, en France, on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire que finalement, à mes yeux, aujourd'hui, c'est presque le premier texte qui est le plus dangereux, le plus pourvoyeur à terme de morts médicalement imposées non consenties à travers des sédations forcées, comme ça s'est produit à grande échelle pendant le Covid. Oui, parce qu'il y a dans cette idée de la sédation profonde, l'idée qu'il n'y a pas vraiment besoin d'un consentement, ni de la famille, ni de personne. Au fond, c'est une décision médicale pour limiter une agonie qui serait trop difficile, quoi. Mais, oui, mais ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est que ces sédations aujourd'hui sont complètement sorties de cette indication-là, et que ça concerne énormément de patients qui ne sont pas pas en fin de vie, pas en situation de souffrance réfractaire. Et regarde ce qui s'est passé ici pour Jean-Pierre. Roger, dont tu évoquais le cas, lui est atteint d'une autre maladie neurologique, il est atteint d'une forme d'ataxie grave qui le cloue au lit, il a perdu son autonomie. Lui, Jean-Pierre, était atteint d'une sclérose en plaques, donc une autre maladie neurologique qui faisait que lui aussi avait perdu temporairement, puisque on sait que le poussé, ça peut être réversible, une partie de son autonomie. Là, le système a décidé pour lui. Moi, j'appelle ça une euthanasie parce que quand ça se passe en moins de 2 jours avec les moyens qui ont été employés, moi, je n'hésite pas à nommer ça une euthanasie. Et en France, aujourd'hui, j'ai vu, c'est pas des cas isolés, c'est des dizaines de patients qui ont été escamotés de cette façon-là. Regarde les procès qui sont en train de s'ouvrir en France et aux États-Unis, de la même façon, autour des personnes trisomiques qui ont été basculées dans ces protocoles au moment du Covid. Il y a 15 jours de ça, il y avait, c'était dans le Wisconsin aux États-Unis, concernant une jeune fille de 19 ans, trisomique, qui a été euthanasiée de façon arbitraire pendant la période du Covid aux États-Unis. Donc sa famille a porté plainte pour homicide. Ça a été énormément repris aux États-Unis, et pour la première phase du procès, il n'y a même pas eu 1 heure de délibéré avant la décision qui disait non, non, non à toutes les questions. D'accord. En France, tu as un autre trisomique qui a fait parler de lui dans la presse, un certain Joël, qui a été de la même façon euthanasié en 2023 à Angoulême. Là aussi, la famille a porté plainte pour homicide volontaire.
Donc ça veut dire que ces patients-là ont été massivement attendus au tournant. Les 3/4 du temps, on a statué sur leur cas sur des échelles de fragilité, c'est-à-dire simplement de perte d'autonomie complètement, comment dire, déconnectée de la finalité initiale de ces échelles de fragilité en gérontologie notamment. Donc ça veut dire qu'encore une fois, tu peux avoir un trisomique qui, depuis sa naissance, n'a pas complètement l'autonomie de quelqu'un de pas trisomique, mais qui par ailleurs peut aller très bien conserver son état général. Si tu le juges sur dossier, ah ben oui, on voit Down syndrome, trisomie dans le dossier, ok, très bien. On voit son âge, on croise ça et on dit très bien, bon pour la casse. Voilà où on en est, si tu veux. Donc, ça veut dire que. Mais alors, quand tu lisais sous la plume de ce professeur de médecine, ce texte de 2011, au fond, c'est quelque chose qui vient progressivement de manière lancinante et qui n'a pas attendu le texte de loi Claes-Leonetti pour se diffuser. Il y avait déjà ces sédations profondes, déjà les questionnements de fond, mais il y a entre 2010 et 2025 une sorte d'accélération de la banalisation de ces pratiques, leur inscription dans la loi en 2016 avec la loi Claes-Leonetti, le Covid qui crée comme une sorte de précédent d'élimination de personnes qui n'ont rien demandé mais qui respirent pas bien, et donc de manière miséricordieuse, on va leur ôter la vie. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. Je reviens sur ce premier texte là, sur les deux textes scindés de la loi Falorni et de la loi sur les soins palliatifs. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire plus? Peut-être tu voulais finir ton propos, mais si tu peux nous dire un petit peu plus et ce qui te choque dans ces textes. Je vais y venir. Je voudrais juste en fait faire une toute petite incidente là. En réalité, en France, effectivement, ces sédations se pratiquent depuis d'assez nombreuses années. On n'a pas attendu 2016. Mais il faut savoir qu'à la sortie du premier texte de 2005, qui a été pour moi le pied dans la porte, hein, c'est-à-dire que l'arrêt des traitements dont on a parlé à travers les mouvements américains, c'est arrivé en France à travers la loi Leonetti. Il ne faut pas se leurrer. Ça a été, on en est arrivé à ça. Il faut savoir que dans cette époque-là, entre les années 2005 et 2008, il y a eu de très fortes pressions des mouvements euthanasistes en France qui ont essayé de faire passer en force une disposition qui a conduit à la modification du code de déontologie médicale, article 37 en 2010. Et il y a un texte de la SRLF, hein, je crois, qui dit, ça s'est joué à un adverbe notamment, c'est-à-dire que certains ont essayé à l'époque de faire passer en force le fait d'imposer une sédation derrière une décision de l'acte. Et donc on a rajouté notamment pour un peu, comment dire, adoucir, mettre un peu de nuance. Mais effectivement, il y avait un rouleau compresseur qui était déjà en marche bien avant la loi Leonetti. Et je ne sais pas si tu as accès, je t'ai envoyé un diaporama tout à l'heure. Si on peut partager une ou deux slides. Si c'est compliqué, oui. Ouais. Donc si tu peux aller directement au slide de 7 à 10, par exemple. Ouais. Oui, voilà, très bien. Donc ensuite, tu peux faire défiler. Donc là, c'est un texte un livre d'Emmanuel Hirsch qui date de 2016. Donc passe à la suivante. Si tu peux, voilà, très bien. Donc tu vois, lui voyait venir très bien les choses. Il dit, la loi sur la fin de vie du 2 février 2016 rend désormais possible une assistance médicalisée assimilée à certains à l'aide active à mourir, ce que revendiquent depuis des années les apôtres du suicide assisté ou de l'euthanasie. Donc il dit de façon cash les choses. Il les a vus venir. N'aurait-il pas été plus sage et courageux de créer les conditions effectives d'un choix possible entre un accompagnement humain jusqu'au terme de la vie, ça s'appelle les vrais soins palliatifs, et une euthanasie par compassion, qui d'ailleurs n'a pas forcément besoin qu'on la légalise. Et là, je suis complètement en phase avec lui. Tu passes à la suivante. Ouais, si tu peux. Oui, voilà. Là, encore dans les mêmes années, 2016, hein, donc tu as un article qui dit clairement ne pas hydrater quelqu'un, c'est une euthanasie voulue et certaine. Donc une sédation profonde et continue réalisée à 25 mg par jour d'hypnovel, donc c'était les doses de l'époque, ne provoque pas la mort en soi. Par contre, on provoque la mort de façon certaine si de manière concomitante, on ne donne pas à la personne les soins ou traitements proportionnés que son état requiert. Concrètement, si on ne lui donne pas d'eau, la personne humaine meurt en 3 à 5 jours.
voilà, ne pas mettre en place une hydratation artificielle à quelqu'un que l'on endort de manière prolongée, c'est provoquer une euthanasie voulue et certaine. Voilà, sans compter effectivement les souffrances qu'on va générer à travers ces procédés et qui sont racontés par ceux qui en réchappent. Donc tu peux encore passer à la suivante, je crois qu'il y en a encore une qui dit à peu près la même chose. Voilà, alors ça c'était un étudiant en médecine et pharmacie qui était stagiaire au centre d'éthique à Cochin à l'époque et qui a signé une tribune pour Libération. Et donc on était à la veille, hein. Là c'était un article qui datait du 8 mars 2015, donc à la veille de la loi qui allait être actée en 2016. La proposition serait donc une association très proche du DLP, cocktail lithique d'autrefois, donc on est beaucoup revenu dans ce diaporama là-dessus pour expliquer ce que c'était que le fameux dolezal largactyle phénergan. Donc il explique que finalement il suffit d'augmenter les doses pour faire mourir le malade. Et donc il parle de l'association morphine-midazolam, qui peut elle aussi d'ailleurs être utilisée à des fins euthanasiques. Il suffit alors d'en augmenter les doses. C'est ce qui se fait en Belgique, on était en 2015. Donc on rappelle en fait l'histoire du DLP qui a été introduit pendant la Deuxième Guerre mondiale par le professeur Henri Laborie. Et au départ, qui était simplement analgétique. Hein. Et puis au fil du temps, on a augmenté les doses de ces médicaments jusqu'à en faire des cocktails lithiques, c'est-à-dire destinés à tuer. Et pour les protocoles de sédation, il s'est passé très exactement la même chose, parce qu'entre les doses de 0,5 mg dont on parlait tout à l'heure en 2010 et les doses auxquelles on a abouti dans les protocoles Covid qui étaient multipliés par 6, dans les protocoles Covid, vous ne laissiez absolument aucune chance aux patients. Donc ça veut dire que quand on a analysé le détail de ces protocoles lithiques, on s'est rendu compte que c'était vraiment le retour des cocktails d'autrefois, avec les mêmes classes de médicaments, puisque le largactyle est resté parmi les neuroleptiques encore utilisés, que le dolezal c'était un opioïde qui aujourd'hui est remplacé par d'autres opiacés, et que le phénergan, qui n'était pas utilisé pour ses propriétés antihistaminiques, mais pour ses propriétés sédatives, a été remplacé par des benzodiazépines. Donc le principe était vraiment le même. Voilà, donc je n'hésite absolument pas une seconde à dire, sans aucune équivoque, que les protocoles qui ont investi les établissements de soins en 2020 étaient, encore une fois, sans nombre d'un doute, des protocoles euthanasiques. Voilà. Donc, c'est important à rappeler. Et je ne sais pas si c'est facile pour toi d'aller jusqu'à la slide 79, je crois. Là, on a un exemple qui est repris dans un article anglais d'un patient qui a été... tu fais défiler très vite, 79. Un patient atteint d'une maladie de Crohn en Angleterre qui a été sorti d'un protocole de sédation une fois et qui a été là pour raconter voilà, ce qu'il a pu vivre. Donc, Craig raconte, mais le calvaire de Craig était loin d'être terminé. Je me battais pour ma vie, se souvient-il. Je me battais pour survivre. J'avais des hallucinations terribles, des visions vraiment terrifiantes, et j'avais tellement soif. Je croyais être dans la jungle, cherchant désespérément de l'eau. J'ai crié « Donne-moi à boire tout de suite. Si je n'avais pas crié, je serais mort maintenant. Je n'aurais pas survécu un jour de plus, j'en suis sûre. » Voilà, donc ça c'est un consoeur Jackie Divoy qui prépare un livre qui va sortir très prochainement, Murdered by State, sur justement ces dérives et ces abus des protocoles de fin de vie, qui avait recueilli ce témoignage à l'époque. Voilà, et on en a d'autres, on a des témoignages en France, on en a qui ont été racontés dans des livres aussi. On a également des témoignages qui ont été rapportés dans des papiers publiés dans de bonnes revues scientifiques qui rapportent le témoignage d'infirmières. Donc, on est loin de l'épinal de protocoles de sédation qui correspondent à l'administration d'une mort douce et sereine. Oui, c'est très, très impliquant ce que tu me dis là, parce que dans la pratique de réanimation quotidienne, finalement, il y a cette idée d'accompagner par du sufentanil, qui est un morphinique plus fort que le dolezal, hein, et par de l'hypnovel, une benzodiazépine, le midazolam, une mort tranquille, où les patients sont détendus, sereins. Et c'est vrai qu'on l'imagine comme ça, nous, du point de vue des soignants. Mais quand on est confronté au témoignage de Craig Smith qui nous dit bah non, je suis en train de mourir de soif, j'ai des cauchemars terribles, etc. On se rend compte que on a une projection sur ce qu'est la mort
de la part du soignant qui n'a pas à voir avec l'expérience vécue, qui, par définition, ne sera pas rapportée par celui qui va mourir. Et donc, on a une vraie difficulté là. Donc, tu vas plus loin que la loi Falorni. Pour toi, déjà dans la loi Claes-Leonetti, il y a un problème. Ouais. C'est ça, et particulièrement à travers le texte. Donc, on revient à ce que tu me demandais, c'est-à-dire peut-être d'aborder un peu plus les textes en cours d'examen. Donc, je pense vraiment qu'on a été quasiment les seuls à s'élever de façon, on va dire, argumentée contre le premier texte. Et encore une fois, on n'est absolument pas hostile du tout, et bien au contraire aux soins palliatifs. On n'est même pas hostile foncièrement à une sédation profonde et continue qui resterait circonscrite à ces véritables indications médicales, c'est-à-dire, encore une fois, une véritable phase agonique complexe avec des souffrances réfractaires, des situations qui dépassent tout le monde en médecine. Elles existent et tu es bien placé pour le savoir. Par contre, envisager l'extension tout venant, y compris en médecine de ville, et à très grande échelle, je suis tombée il y a très peu de temps, je te l'ai mis dans un message vers midi, mais peu importe, tu auras la source, il y a quelques jours sur Twitter, un médecin en soins palliatifs de l'Institut anglais Siensley Saunders, également financé par Soros au passage, expliquait qu'il fallait effectivement renforcer les soins palliatifs et que bientôt 90% des Anglais auraient besoin de soins palliatifs. D'accord. Donc, dans les recos de la AS 2018, on y allait piano en disant voilà, en France, il y a 550 000 morts adultes, voilà, et 350 000 auraient besoin de soins palliatifs. Donc là, on était quoi? On était sur du 60-70%. Là, tu vois la fenêtre d'Overton qui se déplace, c'est-à-dire qu'on essaie de faire rentrer dans la tête des gens que cette mort accompagnée par des médicaments, médicalisée à travers des protocoles de fin de vie, elle doit devenir la norme. Alors que précisément, comme tu le dis très bien, rien ne prouve, et au contraire, on a les preuves inverses. Je crois que le pire exemple que j'ai en tête, c'est celui de la scopolamine. Ça, c'est venu du Canada aussi. Commencer à introduire des anticholinergiques pour essayer de limiter l'encombrement dans les protocoles de fin de vie quand on a monté les benzodiazépines. Il y a des études qui remontent à 2010-2012 qui montrent finalement que on obtient un petit bénéfice dans 30 ou 40% des cas. C'est comme ça qu'on en est venu à mettre en plus du furosémide. Sauf que là, dans les protocoles Covid, on a mis les deux à la fois et on a permis des doses de scopolamine jusqu'à 6 mg par jour, en sachant que la dose maximale IV, c'est 1,5 g, qu'à 4 mg, on atteint la dose toxique, et que la scopolamine, donc, qui est un anticholinergique puissant, a toutes sortes d'effets que tu connais bien, les effets anticholinergiques. Et on a calculé, avec Eric, on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on a calculé ces slides 137 du diaporama, tu arriveras à voir pour toi, le score complet anticholinergique des protocoles Covid. Puisqu'on sait que d'autres médicaments, d'ailleurs le midazolam, le furosémide, les neuroleptiques, ont aussi des propriétés anticholinergiques. Et quand tu fais le score, tu atteins 8 sans prendre en compte les doses qui ont été administrées. Donc tu imagines dans quelle mesure on expose le malade à développer un syndrome des anticholinergiques, donc avec tout ce qu'on sait des effets collatéraux, blocage de la vessie, hallucination, tout ce qu'on veut, enfin voilà, et un syndrome concomitant des neuroleptiques. Donc avec, on va entraîner une hyperthermie maligne, on va entraîner une CIVD, on va entraîner tout ça. Donc quand je dis, quand on commence à s'intéresser effectivement à ce qu'on fait vraiment, donc encore une fois dans le courrier que j'ai adressé à l'ARSAP, je dénonce deux choses: l'absence d'évaluation clinique et l'absence d'évaluation post-mortem, c'est-à-dire que on a beaucoup travaillé avec Eric sur les travaux d'un anesthésiste, un de tes confrères au Canada, Joël Zibo, qui a travaillé lui au départ sur des séries d'autopsies après des exécutions par injection létale au Canada. Et c'est intéressant parce que ces injections létales, elles utilisent toutes sortes de substances, y compris le midazolam. Et le point de départ de son étonnement était de retrouver 84% des 80 premiers condamnés à mort dont il a examiné les dépouilles en état d'édème aigu du poumon, y compris de façon massive avec l'utilisation du midazolam. Voilà.
Et quand on va regarder ensuite les autopsies des personnes qui ont fait l'objet de suicide assisté, on retrouve des résultats analogues qui sont très inquiétants. Donc, ce que dit de très fort Joël Zivo quand on discute avec lui, c'est effectivement que même si au départ on a essayé de présenter les protocoles d'injection létale dans les prisons américaines comme un moyen humain de tuer les prisonniers, lui, légiste qu'il était là pour dire que les autopsies racontaient une toute autre histoire. Donc là, c'est quand même complètement affolant de voir déjà inscrire dans le marbre de la loi une sédation profonde et continue que personne ne s'est donné les moyens d'évaluer, de voir aujourd'hui se banaliser, puisque dans le texte d'Annie Vidal, première version, puisque nous on a travaillé dans la version qui n'était pas encore amendée, on voyait des choses complètement folles. C'est-à-dire qu'il fallait envisager une formation à l'aide à mourir pour tous les soignants, médecins, soignants, formation initiale et continue, pratique et théorique, qu'il fallait envisager la création de maisons d'accompagnement pour partie autofinancées. Donc déjà, tu vois vers quelle spirale on peut aller. Qu'il aurait fallu modifier le code de l'éducation pour commencer à sensibiliser les enfants dès l'école primaire à l'aide à mourir. Donc là, si tu veux, ça tourne complètement au phénomène de société. Donc tu te dis vers quoi on va. Oui, puis c'est pas discuter de la mort ou de la fin de vie, c'est discuter de l'aide active à mourir. Donc il y a un côté propagande, rouleau compresseur d'ingénierie sociale en vue de normaliser complètement finalement cette aide à mourir qui sont des protocoles d'euthanasie qui disent pas leur nom et dont l'évaluation est absolument arbitraire, quoi. Ah ben, en tout cas, l'évaluation, elle est à faire. Et le drame dans tout ça, c'est que l'évaluation, elle est extrêmement simple et elle est peu coûteuse. Et quand tu vois la SFAP, qui pendant la période du Covid a édité des fiches qui contre-indiquaient le monitorage des patients en disant voilà, mesurer la saturation, prendre la température ou le pouls du patient, c'est anxiogène, il ne faut plus le faire. Tu te dis là, il y a quand même un très gros problème. Donc, moi je dis maintenant on marque une pause, hein, avant de relocaliser en masse la fabrication du midazolam en France, d'étendre ces indications d'AMM aux sédations profondes et continues et de le rendre accessible aux médecins généralistes. Il faut quand même m'expliquer ce qu'on fait. Si tu veux, donc l'un des points qu'on a soulevé dans le courrier à Annie Vidal, ça a été quand même de dire déjà, on ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, envisager de faire évoluer le cadre législatif autour des soins palliatifs et de l'accompagnement sans avoir déjà mis à plat ce qui s'est passé pendant la crise Covid, puisqu'on marche sur les brisés, puisqu'on vient d'expliquer que les protocoles qui ont été implémentés pendant la crise Covid, ils sont toujours utilisés et complètement hors de tout contexte de Covid. Et qu'on se donne effectivement les moyens de prendre la mesure de l'absence de données scientifiques solides. Ça n'est pas parce qu'un protocole va être utilisé dans le but d'accompagner une personne réputée en train de mourir qu'on peut se permettre de faire n'importe quoi. Ouais, c'est très intéressant ce que tu soulèves et en même temps je vois toutes les résistances potentielles parce que je vois les miennes simplement déjà liées à l'apprentissage de la réanimation que j'ai eu, à l'apprentissage de ces protocoles de fin de vie que j'ai mis en place et ça veut dire questionner de manière radicale des pratiques qui sont déjà en place. C'est-à-dire que effectivement et ça c'est très difficile. Ça veut dire même questionner les propres outils thérapeutiques les propres outils qu'on utilise, les mots qu'on utilise, la façon dont on a fait les choses jusqu'ici, ce qui est normalement le propre de la science, hein, c'est de se questionner et de remettre sur le métier les choses. Mais là il y a vraiment, je pense qu'il y a une grande difficulté. Donc j'imagine que la réponse de la SFAT n'a pas dû être très très tendre, parce que ce serait comme d'un coup leur enlever tous leurs outils habituels et les remettre à nu en disant bon bah voilà, alors dans ce que vous faites, qu'est-ce qui a du sens et qu'est-ce qu'on n'a pas. Il y a une vraie réflexion de fond à mener.
C'est ça. Elle n'a pas été aussi abrupte que ça. Donc tu la liras, peu importe. En tout cas, je ne vais pas lâcher le morceau. Et puis le courrier est parti en copie à la HAS, à la NSM, aux défenseurs des droits, enfin voilà. Mais il faut quand même que chacun prenne un peu ses responsabilités, parce que qui va élargir l'AMM du midazolam alors que voilà, on est alors que j'ai ça quelque part, je l'ai sorti pour l'avoir sous les yeux. En 2018, la HAS qui citait les recommandations de la SFAP, voilà, je lis guide du parcours de soins édité février 2018, c'est un document qui devient très difficile à trouver, il a fallu que je cherche. La HAS était encore capable d'écrire du midazolam, mais il a plusieurs inconvénients: doses d'entretien difficiles à prévoir, tolérance lors de l'usage prolongée obligeante à augmenter les doses, réveil intempestif dû à des fluctuations d'effets, résistance possible. Voilà. Donc en 2018, la HAS était encore capable d'envisager que le midazolam n'était pas la panacée universelle, le médicament parfait à utiliser en fin de vie. Lors des premiers échanges qu'on a pu avoir, toi et moi, je t'ai dit quelle était ma position, que c'est quelque part un médicament qui n'aurait jamais dû sortir du champ des soins intensifs, et en tout cas des mains de médecins sachant parfaitement l'utiliser et ayant surtout un environnement technique capable d'en maîtriser les complications. Voilà. Donc ça veut dire que là, moi, les sédations à domicile, j'en ai suivi quelques-unes, c'est une horreur absolue. Je préfère le dire. Surtout pour les accompagnants, les aidants qui sont là, à côté du lit du conjoint ou de leur vieux père ou de je ne sais qui. Et quand tu as un réveil intempestif au bout de 2-3 jours avec la personne qui commence déjà à avoir les reins flingués, qui sort de ses hallucinations et qui est dans l'état que Craig a pu décrire à sa sortie de sédation, moyen. Moi, je peux te dire que pourtant, je pense qu'ils ont vraiment mis les doses pour assommer Jean-Pierre, qui était particulièrement résistant, c'était un sacré gaillard. Il est resté à l'hôpital d'un jeudi soir jusqu'au samedi fin de journée à l'heure où il est décédé. Et le samedi matin, le jour de son décès, quand je lui ai annoncé que ça serait arrivé, il a essayé de se redresser et de dire quelque chose. Ça veut dire qu'il n'était qu'en état de sédation vigile. Et il avait passé la nuit avec un pouls à 160. Hein, la scopolamine, ça fait doubler la fréquence cardiaque. Okay, avec une température qu'on avait réussi à faire monter à 42. Il est arrivé le jeudi soir, il ne présentait absolument aucun signe infectieux d'aucune sorte. Donc c'était simplement une fièvre centrale qui avait été déclenchée par les médicaments. Et il est mort sur son certificat de décès, il était indiqué défaillance hémodynamique. Hein. J'ai refusé un bolus de furosémide le premier soir, j'ai refusé un bolus de scopolamine le lendemain, et je sais que le furo on lui a passé puisque je l'ai lu dans sa biologie. Voilà. Ouais, il y a toutes ces choses révoltantes là qui sont faites finalement sans l'accord du patient, sans l'accord des familles, alors même que ces lois sont faites au nom de la dignité, au nom de l'autonomie, au nom de la liberté. Tous ces protocoles qui ont l'air très sérieux sur le papier, hein, je voyais dans ton diaporama, voilà, tout ça a l'air est bien rédigé. Il y a le petit symbole de la société savante, etc. Tout ça fait bien, on pourrait dire, mais ça repose sur quoi? Ça repose sur quel rationnel solide de bienveillance vis-à-vis du patient? C'est pas très clair. Il y a une confusion complète entre le soulagement de la souffrance morale et celui de la douleur. La douleur et les antalgiques, bon, je pense qu'on est quand même en 2025, on a un arsenal thérapeutique où on est plutôt pas trop mal au point. La souffrance morale, c'est autre chose et on va mettre en place de très nombreuses thérapeutiques qui ne nous disent rien de la souffrance morale réellement, mais l'effacent, la gomme, mettent par-dessus une sorte de voile pudique pour que personne n'y voit rien. Mais qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de l'expérience intime du patient, qui est celle au fond qu'on chercherait à rendre la moins difficile possible? On n'en sait rien. C'est beaucoup de questionnements très inconfortables que tu nous proposes aujourd'hui. Merci de nous mettre dans cet inconfort parce que je crois que c'est le rôle des oui, c'est le rôle des patients, des familles de patients, et c'est toujours le rôle aussi des journalistes.
de lâcher leur morgue et leur orgueil pour retrouver un peu d'humilité face à cette baffe du réel. On n'aura pas fait le tour aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à la fois dans ton diaporama et dans toutes les interventions que tu fais. Beaucoup avec Éric Mercier que j'ai reçu effectivement. Et je crois que tu es passé sur TVADP avec mon collègue et ami Éric Loridan, dans d'autres médias aussi. Moi, je pense que cette parole doit se libérer. Je ne sais pas comment elle va pouvoir rencontrer réellement les soins palliatifs, le monde médical institutionnel, parce que on est un peu le nez dans le guidon pour le moment. Hein. Mais ouais. Et en Angleterre, c'est pareil. Tu vois, quand je te parlais de ces associations, actuellement, elles ont beaucoup de mal à se faire entendre. D'une certaine école très classique, tu as des gens, par exemple, très respectables, hein, comme Kevin Newell, l'historien Kevin Newell, qui est très hostile au projet de loi aussi, mais ils n'arrivent pas à se rencontrer parce que lui ne peut pas entendre, effectivement, qu'on puisse émettre des réserves sur l'approche palliative. Et en France, moi, je me suis fait jeter, bloquer sur Twitter par des gens, je ne sais pas si on peut citer des noms ou pas, mais en tout cas, qui sont de fervents défenseurs des soins palliatifs, bénévoles en soins palliatifs, éventuellement chroniqueurs au Figaro. Et par contre, tu émets un mot de réserve sur les protocoles même fondés. C'est pour ça que j'aimerais tellement, tu vois, je veux dire, avoir des possibilités d'échange, même un peu, on va dire, contradictoires, sur ces sujets, mais qu'on parte vraiment de l'information de base, qu'on réfléchisse un petit peu, mais pièce et information en main, tu vois. Et moi, je suis frappée parce que, par contre, j'ai vraiment des possibilités très fluides d'échange avec des médecins qui sont d'une génération, enfin, la génération qui nous a précédés, Louis. Où effectivement, les sédations étaient à l'époque encore proportionnées et où surtout la surveillance clinique du patient était la règle. Où on te raconte qu'on surveillait les épisodes d'acidose métabolique, qu'on corrigeait, qu'on était attentif à tout ça. Tu vois, ça s'est complètement perdu. Si tu renonces au monitorage du patient, à la surveillance clinique ou biologique, simplement parce qu'il ne faut surtout pas angoisser les soignants. Moi, si tu veux, quand j'ai lu, tu trouveras cette page au début du diaporama, la SFAP, début d'avril 2020, a écrit un texte disant les protocoles, c'est pas de l'euthanasie du tout, et surtout à la souffrance, mais sous-entendu des soignants. N'ajoutons pas la culpabilité. Tu comprends que si on en est à prendre des mesures pour le confort des soignants, pour pas leur montrer que la scopolamine, ça va faire basculer leurs patients en tachycardie ou ne plus savoir apprécier les conséquences de leur protocole, ils vont savoir sous les yeux. Donc moi je dis effectivement se repencher sur l'évaluation sérieuse. Attends, on a perdu ton son, Valérie. Je ne sais pas si ça a cliqué sur couper ton micro. Si tu peux le remettre. Je ne sais pas comment ça s'est produit ou s'il s'est déconnecté. Effectivement, le micro craque un peu régulièrement quand il y a les bruits de la table et tout ça. Voilà, là je pense qu'on va te réentendre. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il y a un temps de pause à marquer, tu vois, pour vraiment, comment dire, se poser et puis essayer de comprendre ce qu'on a fait jusque-là et voir ce qu'on peut envisager pour faire mieux. Moi, ma position, encore une fois, qui est celle de l'ancienne étudiante en médecine que j'ai pu être, celle voilà, la filiation tu vois, de tous mes de mon père ou de ceux qui m'ont précédé et qui ont exercé une médecine clinique, hein, c'était vraiment des cliniciens, me fait penser que médicaliser la mort, ça ne devrait être réservé qu'à des situations vraiment d'exception, et que finalement, même si on considère comme tu dis, qu'on dispose de moyens, encore faut-il les évaluer. Je pense qu'actuellement, la seule façon propre de faire les choses, ce serait de confier ces sédations terminales à des médecins comme toi, réanimateurs anesthésistes. Et là, effectivement, ça aurait un coût bien supérieur pour permettre que les choses soient faites avec un environnement technique permettant d'éviter des complications majeures. Moi, c'est vraiment ma position.
Merci, hein, tout ça est passionnant et nécessiterait encore de longtemps à la fois de débat et d'éclaircissement pour le grand public qui peut-être, pour un certain nombre de données un peu techniques, est un peu peut-être perdu parce que c'est pas forcément des choses que vous maniez tous les jours. Mais ce que je vois, c'est, cette attention au patient lui-même, au mourant lui-même, qui me touche. Cette, écoute attentive des associations de patients, de la réalité de ce qui est vécu par ceux qui en reviennent ou par les personnes autour, qui doivent nous faire réfléchir et nous faire peut-être infléchir le chemin que nous prenons collectivement. Il y a tout, au fond, dans ces entretiens mortels, il y a des dimensions philosophiques, des dimensions anthropologiques, les conséquences juridiques et sociologiques, on pourrait dire, de choix profonds qui sont faits. Et puis, il y a aussi ce rapport au terrain, au réel, qui, pour moi, est très, très important, parce qu'il nous maintient dans une vision un peu aristotélicienne des choses, une sorte de sagesse contextuelle. C'est-à-dire, à ce moment-là, dans notre société, comme elle est faite aujourd'hui, est-ce que ce qu'on est en train de faire est juste ou pas? Pas sûr. Et ça, comme tu l'as dit, on devrait d'abord s'arrêter, respirer un grand coup et réfléchir. Primum non nocere, d'abord ne pas nuire avant de vouloir à tout craint rajouter comme une société asthmatique qui, sur les propres folies qu'elle crée, va essayer de mettre des pansements sur des jambes de bois. On met dans le protocole une scopolamine qui donne des hallucinations et qui fait tachycardiser et donne des syndromes anticholinergiques. Et donc, on va expliquer aux soignants que non, il n'y a pas de problème, c'est pas un souci. Bon, ok, on sent bien que là, on est dans une espèce de course-poursuite à la connerie. Dans ce cas-là, il vaut mieux arrêter, savoir renoncer à certaines choses plutôt que de s'enferrer. J'espère qu'on pourra avoir ces discussions, et y compris avec des gens des soins palliatifs, et y compris avec des gens qui sont très pro-euthanasie, pour qu'ils puissent développer eux aussi leur vision des choses. Voilà. Et c'est important de dire quand même, Eric, que cette absence d'évaluation, elle va valoir également pour les protocoles d'euthanasie eux-mêmes. Donc ça veut dire que la problématique est quelque part la même. Oui, tout à fait. Et Eric m'en avait déjà fait part l'autre jour, hein, Eric Mercier, que pour l'expérience américaine des condamnés à mort, il y avait déjà de très nombreuses fois où le protocole était foireux, aboutissait à une mort dégueulasse, pas du tout comme c'était prévu, et qu'il y avait un très grand nombre de ratés quelque part. Et quand on nous dit on va vous faire une mort propre, parfaite, selon le protocole, signez là, tout va se dérouler selon le plan, pas sûr du tout. Et donc voilà, au prétexte de vouloir tout contrôler pour que ça se passe bien, est-ce qu'on créerait pas des situations inextricables de souffrance? Ouais. Vas-y. C'est exactement ça, et c'est un exemple historique très important. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a introduit ces protocoles par injection létale à la fin des années 70, début des années 80, pour essayer d'introduire des moyens plus humains, moins barbares, de tuer les gens dans les prisons. Sauf qu'on s'est très vite rendu compte que ça ne se passait pas du tout comme prévu. On a changé des centaines de fois les protocoles, les dosages, les associations de médicaments et compagnie, jusqu'à arriver effectivement, parce que pendant très longtemps, on n'avait pas de... On voyait quand ça se passait mal, que ça durait trop longtemps, qu'on interrompait parce qu'on n'y arrivait pas. Par contre, il a fallu vraiment attendre les travaux de Vivo pour savoir vraiment prendre la mesure de l'énormité de ce à côté de quoi on était passé, à tel point que entre les années 2014, c'était l'exécution de Dennis McGeer, et 2017, ces injections létales ont fini par être interdites dans 3 ou 4 même, je crois, ou suspendues dans 3 ou 4 États américains. Donc, il faut savoir que les médicaments, que ce soit le thiopental, le pentobarbital, le midazolam, sont les mêmes médicaments qu'on va retrouver dans les protocoles euthanasiques ou de suicide assisté. Donc, ça va être les mêmes voies d'administration et les mêmes médocs. Ouais, et les mêmes errances potentielles. Alors peut-être on se rapproche doucement de la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés, qui te semblent vraiment importants de souligner, de passer un petit peu de temps dessus? Est-ce qu'il y a des éléments qui pour toi sont brûlants et que tu as envie de partager? Ce que j'aurais souhaité partager, le cas échéant, mais après l'émission, ce sont les liens vers ces lettres à Annie Vidal et à Claire Fourcade, que je peux te laisser pour que ton public puisse y accéder, les lire. Et effectivement, par la suite, vraiment, si on arrivait à engager des discussions, des débats vraiment contradictoires sur ces questions, de façon extrêmement thématique, sur ces points qui ont été complètement scotomisés pendant les débats à l'Assemblée
Je les ai suivis l'année dernière, je les ai suivis cette année, et les vraies questions n'ont pas été abordées. Donc c'est à nous, sur le mode d'un débat citoyen quelque part, mais un vrai débat qui confronte des points de vue éclairés de gens, de la part de personnes qui ont des choses à dire, qui ont un peu creusé ces sujets ou qui ont une expertise, tu vois. Parce que effectivement, ce sont des points qui sont très techniques, mais on ne peut pas passer par-dessus si on veut vraiment comprendre les enjeux. Tu vois, comme tu disais, primum non nocere en médecine, et là, voilà, donc c'est une réflexion ouverte. Voilà, c'est un. Ouais, merci beaucoup pour cette proposition. Merci. On transmettra effectivement si les lettres peuvent être transmises publiquement, je les mettrai en lien pour le public pour que vous puissiez voir finalement ces interpellations qui ont été faites auprès de la SFAP, de Claire Fourcade et d'autres pour essayer de réfléchir à mais que sont les soins palliatifs, que sont-ils en train de devenir, est-ce qu'ils sont pas influencés aussi quelque part par cette idéologie euthanasiste et par cette volonté interventionniste autour de la mort, consistant à essayer de l'administrer dans tous les sens, à la médicaliser et à la contrôler, sachant que par nature, ce sera quelque chose qui restera incontrôlable et nous échappera. Et donc, il y a des chances que plus on va essayer de la contrôler, plus des situations dramatiques vont émerger, parce que c'est l'histoire de la vie qui est taquine, c'est que tout ce qu'on essaie de contrôler, alors même que c'est dans la main de la destinée, de Dieu, de tout ce que vous voulez, les dieux nous punissent de notre orgueil et de notre hubris en nous ramenant les deux pieds sur terre par une sorte de colère des dieux, la némésis. Voilà, je rappelle simplement que, enfin voilà, je te laisse la parole pour une conclusion si tu veux bien. Tu prends le temps que tu veux, un mot de la fin. Voilà. Non, le mot de la fin sera court, simplement rester sur cette idée de fausse promesse. Voilà, on vous promet une mort douce, rapide, attention. La mort naturelle ne se passe pas nécessairement mal pendant très longtemps. Elle a été spontanée, naturelle, et voilà, en anticipant, en jouant un politique de gribouille, vous voyez, qui préfère se jeter dans la mare plutôt que d'être mouillé par la pluie, se précipiter la tête baissée dans un protocole de fin de vie parce qu'on craint une agonie difficile, on ne sera pas forcément gagnant. Ouais, merci. Il y a peut-être des rapprochements à faire avec la question de l'accouchement, la question des moments physiologiques de la vie, de l'adolescence, de l'enfance. Tout cherche à être médicalisé aujourd'hui, même voilà, tout devient prétexte à médicalisation, alors que c'était peut-être l'histoire de la vie et de l'accompagnement des frères et sœurs humains qui serrent les coudes et qui essayent de donner un sens à ce qui se passe avant des réflexions techniques très poussées pour savoir quelle molécule à quelle dose. Un grand merci Valérie Ferrier, un grand merci à Éric Mercier, dont je sais qu'il est ton comparse dans toute cette recherche et ce travail de fond. Un grand merci de nous ouvrir au fait que ce sont des réflexions internationales et pas uniquement franco-françaises, mais que ces sujets, au fond, tous les humains, voilà, un peu partout dans le monde, et ceux qui ont déjà l'expérience de tout ça voient bien aussi les impasses dans lesquelles ça peut mener. Je rappelle que ces entretiens mortels n'ont pas vocation à vous dire une vérité ou une autre, mais cherchent à créer un espace, une agora de discussion publique autour de ces sujets. Donc n'hésitez pas à commenter, à donner votre propre expérience, à dire vos indignations ou au contraire des choses sur lesquelles vous êtes en accord, et à le partager entre vous, y compris dans la sphère intime, parce que je crois que la mort est intime avant tout. Les différents canaux qui nous diffusent, évidemment, ne sont pas partie prenante dans les conclusions ou les discussions qui sont portées ici. Donc le Conseil scientifique indépendant n'a pas d'avis propre à formuler sur la question de l'euthanasie. Il diffuse ses émissions, mais il laisse la parole à tous ceux qui veulent bien la prendre de manière bénévole, sans conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique, avec des startups d'aide à mourir ou avec des associations ADMD elles-mêmes financées. Voilà, un grand merci Valérie Ferrier, bonne après-midi à toi, et puis un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir.